Maghreb Orient Express. Bienvenue à tous. Et si on dansait pour ce dernier numéro de la saison 4 qui s'achève, et si on tordait le cou aux clichés orientalistes sur la danse? Vous le savez sans doute, il y a autant de danseuses orientales il y a autant de danseuses que de danses orientales, et pourtant tout un pan de l'identité arabo-berbère est occulté quand on parle de cet art, sans parler de l'image dévalorisée de la femme dans le domaine de la danse, notamment du ventre. Avec nous 4 invités aujourd'hui. Sadia Souya, bienvenue à vous. Vous êtes chorégraphe, danseuse, directrice artistique du Centre des danses arabo-berbères et écriture contemporaine. Bienvenue à vous également, Barry Benyamed. Vous arrivez tout juste de Tunis. Vous êtes vous aussi danseur, chorégraphe et président de l'association Danseurs Citoyens, une association que Mariam Guellouz connaît très bien puisque vous faites partie du projet. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheuse associée au Centre d'anthropologie culturelle à l'Université Paris-Descartes. Vous êtes sémiologue. Vous nous direz en quoi consistent vos travaux. Et vous travaillez en particulier sur les danses du Maghreb et le statut du corps dansant. Hachmi Rosali, vous n'êtes pas danseur. Et vous n'êtes pas encore, vous allez peut-être avoir des vocations aujourd'hui. Vous êtes directeur de publication et fondateur de Rouk, dont nous sommes fans ici à MOE. Le prochain numéro sortira le 1er juillet. On découvrira le sommaire en exclusivité. Sadia Souya, on commence avec vous. Nouba de femme, c'est l'une de vos chorégraphies. Extrait. Spectacle présenté au théâtre de Ménilmontant, c'était en mai dernier. Alors, Sadia Souya, votre parcours n'est-il pas, d'une certaine manière, la meilleure réponse à ces clichés orientalistes? Juste rapidement, c'est non exhaustif. Cabarets orientaux parisiens, théâtre avec Trakinaï, une tragédie grecque arabisée, immersion dans l'univers de Bartabas également, et puis l'opéra avec l'enlèvement au sérail de Mozart, c'était au festival de Salzbourg. Vous incarnez justement cette diversité dans cette danse. On peut le dire. Mais il est vrai que c'était peut-être un temps nécessaire avant de se retrouver, parce que du cabaret, effectivement, où j'étais pas très satisfaite de la représentation faite de la femme, même si j'ai été attirée par la musique. Il était important pour moi de reconnecter à mes racines, et voilà pourquoi j'ai dû retourner vers les danses traditionnelles pour fonder un langage chorégraphique qui trouverait sa place dans l'expression artistique de la danse. Et quelle est la vocation du Centre des danses arabo-berbères? On rappelle que vous dirigez, et des écritures contemporaines. L'idée m'est venue de fonder une école déjà pour les danseuses orientales, parce que le mouvement de la danse orientale, coupé complètement du contexte culturel, me semblait un peu vide et aussi très limité. C'est comme si l'arabe n'était jamais perçu dans sa totalité, mais toujours en surface. Ouais. Donc que ce soit dans la cuisine ou bien sûr la civilisation arabo-musulmane. Donc on a une vision des étiquettes, mais pour ce qui est des patrimoines traditionnels qui ne sont ni valorisés en France ni chez nous, évidemment. Moi, je suis d'origine algérienne et je trouve que la place n'est pas faite pour exprimer ce qu'on est, son identité, même dans mon pays d'origine. Donc, pour moi, c'était important en tant qu'immigré de reconnecter et trouver mon expression avec des racines pour mon identité. Barry Benyamed, alors vous êtes donc de l'association Danseurs Citoyens, vaste projet, on va le voir. On va tout de suite commencer avec un extrait de Street Dance que vous avez réalisé. D'accord.
Another block, hot, crooked cops, gunshots, another body drop. Grandma waiting at the bus stop. County jail letter in the mailbox. House shoe, sweat socks, Keisha braided heads on the porch to get that extra guap. Eviction facing rock bottom. Pray she bounce back on top. American dream, a nightmare. Please make it stop. Neighbors watching hell. Modern day dress, sky slinging rocks. Black boy, white tank top. Baggy jeans, dreadlocks. Streaming of that drop top. Non-stop Chinese spot. And let me get a black and Mount Ock. Navigate liquor stores, projects, floors, and vacant lots. We be the have-nots. When we have, we become what we got. Another car ride by system, not that new shit. Pedestrians jot. Hip-hop corner, stay attracting the flock. The paint the back of the watch. Single mothers hustle to punch the time clock. Crime or cash crop. Somebody running the dime drops. Ice grills mask a kind heart as time talks. Fathers are holograms. Sons waiting for the day to snuff Uncle Sam. Why not? No sympathy for that man. He get what he deserved. Damn. I said he get what he deserved, y'all. Look, and he get what he deserved, y'all. They keep telling me. Walk in the black, yeah. I can see clearly. Street Dreams, Barry Benjamin, comment est née l'aventure? Comment est né Danseurs Citoyens? Alors, Danseurs Citoyens, c'était un projet qui est né comme ça. Ça veut dire, c'est par rapport à la peur. On avait peur que l'art en général, que la culture perd sa place dans la société après la montée des islamistes et tout ce qui s'est passé dans les espaces publics. Il y avait quand même une invasion dans les espaces publics par les prêcheurs. Et c'est comme si ça devenait à un certain moment, c'est leur lieu. Et nous, on n'a pas le droit d'exister. Donc, on a fait un mouvement où on allait dans les mêmes lieux où les islamistes prêchaient. On faisait des spectacles aux gens aussi, aux passants, dans les supermarchés, dans les rues de Tunis et tout ça. On a trouvé que les Tunisiens étaient super ouverts par rapport à la danse, que ça veut dire qu'il fallait encore avancer pour que l'art devienne quelque chose du quotidien des Tunisiens. Donc, on proposait des spectacles, des cours de danse dans l'espace public. On présentait voilà, des formes de résistance au départ. Mais après, ça a pris une autre ampleur. C'est que la nécessité aussi de défendre la culture en Tunisie, parce que c'est le dernier des soucis des politiques. Donc, on s'est juré, autant qu'association, de travailler déjà sur la citoyenneté et en même temps sur la danse et sur l'art en général. Alors, première action, c'était en 2011, hein, on est bien après le départ de Ben Ali. Vous évoquiez l'arrivée au pouvoir à l'époque, après leur victoire aux élections d'Ennahda. Alors, contre s'y méprennent pas, il ne s'agit pas d'happening, il ne s'agit pas de faire le buzz ou de ce qu'on appelle aussi les flash mobs. Vous avez un projet bien réfléchi. Exactement. Quel est-il? Alors, nous, en fait, c'est un projet de résistance au départ. C'est-à-dire, ce n'est pas une mode, ce n'est pas de happening, mais en même temps, on pense toujours, parce que la danse, c'était un art mineur en Tunisie, il est toujours un art mineur. Il n'y a pas d'institution, il n'y a rien du tout. Donc, à travers cette vitrine d'action, on voudrait instaurer et installer quand même un projet pour la Tunisie, pour la danse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pendant 3 ans, on a travaillé dessus avec d'autres associations, bien sûr. Et même, il y a un soutien des associations étrangères comme Sud-Sud à Genève qui nous ont soutenus pour y arriver à faire aujourd'hui, voilà. Et comment réagissent les politiques? Je crois que vous récoltez les premiers fruits de vos travaux, puisqu'on va avoir le premier centre national de danse, un établissement public, je crois. Exactement. Donc, les politiques, bon, maintenant, avec ce gouvernement, il y a un ministre qui est très à l'écoute. Donc, il nous a entendus. Ça fait 4 mois qu'on travaille sur ce projet-là de fondation. On va fonder quand même. Et c'est très, très bien accueilli. Donc là, quand même, il nous jette un petit peu, on va dire, le ballon dans notre camp. C'est à nous, les danseurs, les professionnels, de se réunir autour de ce projet-là, parce que c'est une responsabilité historique pour nous. Si on échoue à ce stade-là, il n'y aura plus de danse, on n'en parlera plus jamais, parce que les diversités, les conflits entre danseurs professionnels, il faut les arranger pour que le projet puisse se réaliser. Mariam Guellouz, alors vous, je le disais, vous êtes docteur en sémiologie et linguistique. Alors la sémiologie, pour faire simple, c'est la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Alors parlons de la danse, justement. Pourquoi est-ce qu'en général, la danse, disons-le, a une image, peut-être pas une mauvaise image, mais c'est toujours un peu tabou de parler de la danse au Maghreb? Peut-être parce que quand on parle de danse, on parle nécessairement de corps dansant.
Et donc, c'est la question du corps qui est mise en évidence et ça touche un corps libre et donc ça touche nécessairement à son rapport à la sexualité, donc la question du genre, les rapports hommes-femmes, le fait de se montrer, de s'exhiber, comme vient de dire Bahri, la colonisation de l'espace public. Qu'est-ce que c'est que de montrer un corps qui est un corps jouissant, qui est un corps libre dans un espace public? Effectivement, ça peut poser quelques problèmes, mais il faut le savoir, c'est qu'au Maghreb, on danse. Même dans les milieux très populaires, dans les mariages en Tunisie, on peut prendre toute une rue et danser toute la soirée. Donc, en fait, il y a une forme d'ambivalence autour de la danse qui a toujours existé. C'est-à-dire le statut du danseur, je parle du statut social du danseur, il est très ambivalent. D'une part, on a une fascination pour la danse, pour le corps dansant, et d'autre part, il y a effectivement une sorte de réticence due à certains conservatismes. Danseurs citoyens, vous n'attendez pas les mariages, que ce soit bien clair. Là, c'était pas un mariage tout à l'heure. Juste, vous dites que danser est en soi un acte de résistance en Méditerranée. Oui, pas que en Méditerranée, mais effectivement, là, on touche à une question qui n'est pas une question politique, mais je dirais une question micro-politique. C'est-à-dire que je m'étais beaucoup intéressée au travail de Bahri Ben Ahmed, les premiers, en fait, Je danserai malgré tout, où en fait, on a pu voir entre les deux premières vidéos où il faisait c'était de la danse plutôt classique, hip-hop, moderne, dans les rues de Tunis, et les réactions des passants étaient absolument intéressantes. C'est-à-dire que les gens étaient soit complètement indifférents, soit ils les prenaient pour des fous, ils les regardaient comme ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et la troisième vidéo où, en fait, c'était en plein Tunis, où Bahri avait invité des musiciens avec des bendir, enfin des instruments traditionnels, et là, ils ont évoqué des danses tunisiennes, donc des rythmicités reconnues, et là, on a vu les gens s'arrêter tout autour d'eux et même les gens participer et danser en plein milieu de Tunis. Vous dites pas seulement Méditerranée, parce que je crois savoir que dans vos travaux, vous êtes aussi intéressé par exemple aux États-Unis. Il y a une célèbre chorégraphe qui a fait danser des Noirs et des Blancs en pleine ségrégation. Oui, Hannah Halprin. Oui, effectivement. Oui, la question de la résistance par la danse a toujours, dans l'historiographie de la danse, notamment de la danse contemporaine. C'est une résistance efficace? On l'espère. On l'espère. Alors, Rouk Magazine, dont on parle beaucoup dans MOE, sorti le 1er juillet, mais en exclusivité. Le voici, vous parlez de la croissance, non pas économique, je ne sais pas si c'est voulu, mais c'est un joli contre-pied en tous les cas en ces temps de crise. Vous parlez de la croissance des enfants, ceux qui sont nés au début des soulèvements méditerranéens, au début de ce qu'on appelle les printemps arabes, pas seulement, vous parlez aussi des adolescents. Aussi. Quand ressort-il ? Juste une précision, on parle aussi de croissance économique. C'est vrai qu'on aime bien jouer avec les termes en général. Donc croissance, c'est quoi? C'est comment on grandit dans le monde arabe depuis 3 ans, comment a grandi ce monde arabe depuis 3 ans, depuis ces révolutions. On s'amuse un peu avec les termes, ça peut être la croissance mammaire au Liban, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles à Beyrouth qui se font refaire la poitrine, ça peut être la croissance dans les camps de réfugiés, parce qu'on a passé 24 heures avec Jean-René Auger, un super reportage, dans le camp de Zartali à la frontière jordanienne. Et l'idée force du numéro, c'est plutôt l'évolution culturelle en fait, qui a permis de faire bouger les lignes. C'est-à-dire on a donné la parole à 30 témoins, qui soient politiciens, qui soient militants, qui soient journalistes, et qui donnent leur idée de comment la culture, concrètement, a permis de faire bouger les choses sans rentrer dans la politique dans le monde arabe. Et l'article qui illustre le mieux cette idée, c'est celui de Jaloul Ayed, l'ancien ministre des Finances tunisien, qui explique comment, grâce à la danse, grâce à des gens comme ça, vous créez de la valeur ajoutée. Vous faites sortir l'art de son socle un peu confidentiel, vous le mettez dans la rue, vous réinsérez des gens en leur apprenant des choses et vous créez une valeur ajoutée avec l'économie. Alors vous, dans Rouk, c'est ce qui nous unit peut-être avec MOE, c'est que vous avez pris le pari de parler de ces révolutions, parfois en enlevant le R, en parlant des évolutions. Aussi. En quoi, selon vous, se joue-t-elle sur le terrain culturel, comme nous l'a dit tout à l'heure Barry, et comme vous venez aussi de le dire? Et c'est ça, en fait, ce qui se passe d'intéressant, c'est que tous ces gens qui font des choses depuis 3 ans commencent à se croiser. En fait, ce que dit Saadia, c'est ce que peut dire Alia Sepsi, qui est la directrice de la Biennale de Marrakech, qui dit faire sortir l'art des musées, le mettre dans la rue. Donc vous avez des installations comme Saout, qui sont des taxis, qui se baladent à Marrakech avec une radio, qui émettaient des œuvres, etc. Faire interpeller les gens, voir la réaction des gens. Et ce faisant, en fait, dans des pays comme l'Algérie ou la Tunisie, qui sont
en consensus politique, c'est créer de la valeur ajoutée donc, avec cette culture, redorer l'image du pays. En redorant l'image du pays, il faut ramener du tourisme, il faut ouvrir les frontières. Et tout ça, ça crée un cercle vertueux dans le monde arabe. La culture permet de faire bouger les choses, sans entrer dans la politique. Donc on est dans l'infrapolitique, en fait. Eh bien, c'est ce qu'on va continuer à faire, si vous le voulez bien, en prenant la direction du Liban avec des danseurs libanais originaires de deux quartiers dont on a parlé ces derniers mois. Il s'agit de deux quartiers de Tripoli, dans le nord du Liban, Jabal Mohsen et Bab Tabané, où des affrontements ont eu lieu ces derniers mois entre des partisans et des adversaires du dirigeant syrien Bachar al-Assad. Vous allez le voir, ces artistes ont trouvé via le hip-hop un moyen d'expression qui va bien au-delà des déchirements confessionnels et politiques. Reportage. Pour en arriver à de tels mouvements, certains de ces jeunes s'entraînent depuis 2 ans. Ils font partie du collectif Tripoli Hip Hop Révolution. Par la danse, ces ados de tout quartier et de toute confession expriment leur volonté d'être ensemble. Nous mélangeons les performances et la danse. À travers cette forme, nous expliquons et exprimons comment les gens meurent, pourquoi ils meurent. Nous sommes un miroir. Nous faisons voir aux gens qui tiennent les armes ce qu'ils font. Cet apprentissage se fait sous l'œil attentif de Barak Sabi, l'un des pionniers du breakdance au Liban. Dans les années 80, il ouvre la première école de hip-hop dans le pays. Ils ne sont alors qu'une poignée. Aujourd'hui, ce mouvement lui permet d'aider des adolescents à sortir de leur quotidien. Ici, ça vient le tour de CrossArt de lui dire non, toi, tu as une valeur. Il faut utiliser la langue. La langue, soit la langue de parole, la langue de mouvement, la langue des habits, ou bien tout cela, pour que tu mettes le tremplin avec eux, le tremplin de confiance avec eux, et ils les acceptent. Langue des corps, mais aussi paroles. Le hip-hop mêle graffiti, style vestimentaire et musique. CrossArt soutient plusieurs groupes de rap. Parmi les chanteurs, certains viennent de quartiers ennemis, Jabal Mohsen et Bab el Tebene. Ils ont appris à travailler ensemble et à s'approprier leur ville. J'ai beaucoup d'amis de Bab el Tebene, plus encore que de mon quartier. Je crois que je connais tout le monde. Moi, je travaille comme DJ. J'ai des gens qui me aident. Je prends un de là et un de là. Et ils se rencontrent ensemble en mon travail. La collaboration a déjà porté ses fruits. Les jeunes ont produit récemment un album commun. Une quinzaine d'entre eux s'entraînent d'ores et déjà pour leur prochain défi. Ils s'envoleront cet été pour le Festival international de hip-hop à Rabat. Voilà, à Rabat, au Maroc, festival de hip-hop. Une réaction, Saadia Souya, la danse, et là en l'occurrence le hip-hop, pour un peu briser les clichés. Ce sont des quartiers rivaux, mais pas tout le temps, hein, on l'a vu. Oui, disons que, en tout cas, en ce qui concerne la danse orientale, on est vraiment submergé par le cliché. Et comment dire, il y va aussi de l'image de la femme, où je trouve on doit un peu lutter contre cette pornographie visuelle et je veux dire, cette danse, enfin même les danses traditionnelles dans le contexte culturel sont tellement riches. Elle recèle des trésors, c'est un champ de connaissances immense. Et donc, il y a aussi une vocation militante par rapport à la culture arabe et berbère. Donc, voilà, c'est tout ça qui anime un petit peu mon projet par rapport à la danse. Et pourquoi les Japonais auraient leur buto, les flamenco, enfin, les Espagnols le flamenco, pourquoi les Arabes n'auraient pas une place sur le monde, le territoire danse qui parlerait d'eux autrement, enfin comme on ne les connaît pas en fait, parce qu'on a beau avoir une population arabe très nombreuse. Quel terme vous convient d'ailleurs danse du ventre? Alexandre Polikevitch, chorégraphe libanais, parle de baladi. Est-ce que c'est le baladi qui conviendrait le mieux? Non, je ne dirais pas ça. Pour moi, je ne récuse pas du tout le terme danse du ventre. Ouais, c'est la parce perception que pour moi, que vous mettez la danse en cause, du ventre, c'est la danse du centre. Et comme en Orient, en fait, on essaye quand même d'être centré. Et donc, ça ne me dérange pas du tout. Enfin, c'est pas une question de lexique, enfin, oui, de genre parce que pour moi, il n'y a pas de vulgarité dans la danse du ventre. Et ce que je fais, c'est de la danse du ventre à la trance, couvrir toute l'expression corporelle dans le monde arabe pour essayer de m'exprimer avec ce langage-là. Moi qui ai été frustrée de ne pas parler l'arabe dans ma jeunesse, enfin, j'ai été coupée de même l'expression par la langue arabe. Donc, avec la danse, je retrouve un petit peu ce qui m'a manqué. Et donc voilà, je voudrais parler arabe avec mon corps. En Tunisie, on n'a pas le clivage qu'on a pu voir comme dans les deux quartiers de Tripoli, mais en quoi, selon vous, la danse, et là on l'a vu, le hip-hop, peut justement permettre de créer des passerelles de dialogue
En fait, moi, je pense avec une profonde conviction que la danse, c'est un langage qui dépasse la parole et qui dépasse l'intellectuel parce qu'il vient de l'émotionnel. Et en Tunisie, on a eu quand même, dans cette initiative qu'on a fait, de réunir les gens avec toutes sortes de couleurs politiques et tout ça, par rapport à quelque chose qu'ils partagent déjà depuis. C'est un truc ancestral. La danse traditionnelle tunisienne, ça remonte aux Amazirs, aux Berbères de Nord-Afrique. Et ce qui fait qu'on a un langage en commun qui peut nous réunir et dépasser toutes ces Mais ça, on ne le dit pas, différentes... mais vous dites, quelles que soient les difficultés, la victoire d'Ennahda aux législatives, les islamistes arrivent au pouvoir, les conservateurs, vous dites, nous, on va investir l'espace public pour dire que, voilà, on veut exister, mais ça, vous n'auriez pas pu le faire sous Ben Ali. C'est justement, en soi, une avancée. En fait, non, je crois qu'il faut comprendre le contexte. Ça veut dire... Là, dans les temps de Ben Ali et tout ça, c'est vrai qu'on n'avait pas une crise d'identité, un problème par rapport à qui sommes-nous et tout ça. Le problème s'est posé juste après, à l'arrivée des islamistes des pays occidentaux. Ils étaient là pour un projet propre à eux. Donc finalement, la société elle s'est trouvée confrontée à ça. Et pour nous, c'était le moment pour, je ne sais pas moi, l'état de la culture a dégradé quand même après le départ de Ben Ali. C'est que le SMIC de liberté que Ben Ali nous offrait, on l'a perdu. Et c'est pour ça qu'on voulait plus, nous, quand on est sorti dans cette révolution, pour demander encore plus de liberté, encore plus de... Et on s'est retrouvé dans un système qui nous réprimait à fond. Donc c'est pour ça que la réaction était à chaud et qu'on voulait vraiment réunir les Tunisiens. À ce sujet, Mariam Guellouz? Oui, il me semble qu'effectivement, les politiques du corps et les politiques de la danse sont très, très liées. Dans ces politiques sont très, très liées. Et ce que je viens d'entendre, que ce soit Sadia ou Bahri, au moment, effectivement, Ben Ali, je crois, ou le gouvernement de Ben Ali, n'avait pas un grand intérêt pour la danse. C'était un art mineur, ça ne l'intéressait pas. Autant, par exemple, la chanson a pu être récupérée par le régime de Ben Ali. On a chanté pour lui, mais la danse n'était ni une menace pour lui, ni un art qu'il pouvait récupérer. Par ailleurs, après Ben Ali, et même pendant la période du gouvernement islamiste, je crois qu'il ne me semble pas que la danse, on a moins dansé. Je crois que c'est le contraire. On n'a jamais autant dansé en Tunisie qu'à ce moment-là. Alors peut-être est-ce un effet, et je ne pense pas que le régime, en tout cas la Nahda, ce qu'il faut faire la différence, effectivement ce dont parle Bahri, c'est le moment où les salafistes ont été très menaçants vis-à-vis que ce soit des minorités, que ce soit des prostituées, des juifs, des artistes. Donc, ils ont attaqué quelques minorités, mais je ne crois pas que le régime islamiste avait pour projet de menacer la danse. Mais non, je ne pense pas. Mais par ailleurs, je crois que effectivement, il y a eu un silence de la danse et du corps dansant pendant la période de Ben Ali. Il y a une libération. Il y a eu une libération après. Voilà. Hachemi Rosali, Beitrouk, c'est la grande nouveauté de votre revue. De quoi s'agit-il? Beitrouk, disons que Sirouk, c'est un peu le contenu, on va dire les idées qu'on émet depuis 3 ans, 2 ans même, sur la religion, modération religieuse, humanitaire, art contemporain. Beitrouk, ça va être le contenant. C'est-à-dire qu'on espère lancer 4 maisons de culture qui vont avoir pour modèle économique la péréquation. C'est-à-dire pour aller très vite, vous avez des résidences qui sont financées par des mécènes, donc les clients de l'hôtel. En l'occurrence Confedar El Memoun, qui est le précurseur de ce modèle à Marrakech. Et en finançant des activités avec des clients, vous permettez à des jeunes d'avoir accès à la culture, donc bibliothèque, ateliers d'artisanat, ateliers de mode. Et la bibliothèque d'ailleurs dont on est très fiers, on a fait une bibliographie avec Patrick Poivre d'Arvor, la librairie Antoine à Beyrouth et Omar Berada de Dar El Memoun. Donc on a fait 20 livres fondamentaux pour la jeunesse qu'on va donner gratuitement en accès aux enfants. Voilà, entre autres. Hachemi Rosali, directeur de publication de RUC, donc revue consacrée à la croissance, les enfants de la Révolution. Ce sera donc le 1er juillet en librairie. On peut le trouver où, Hachemi Rosali? En France, bien entendu. D'un mot, Palais de Tokyo, Institut du monde arabe et un peu partout au Maghreb, Dubaï aussi. Et une version anglaise en septembre. Version arabe, pas encore. C'est plus compliqué, mais c'est le but. On espère très vite, Inch'Allah.
Mariam Guellouz, merci à vous d'avoir participé à Maghreb, Barry Baniamed et Sadia Sayou. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la première fois, mais on aura l'occasion de vous revoir dans MOE. Merci également à vous. C'était donc le dernier numéro de la saison 4. On se retrouve dès le 7 septembre pour une 5e saison. À très bientôt sur TV5 Monde.